Bonsoir et bienvenue. On est là, on est à notre horaire habituel en direct dans le studio de Boursorama pour ce webinaire dédié au crowdfunding immobilier. On parle aussi de financement participatif en français parce que j'ai eu certaines de vos remarques me disant mais c'est quoi encore cet anglicisme? Donc oui, crowdfunding ou financement participatif. Avec ce titre, le crowdfunding immobilier, toujours une opportunité d'investissement? Point d'interrogation. Et oui, parce qu'il n'a échappé à personne qu'avec la remontée rapide et forte des taux, le marché immobilier est sous pression. On entend même parfois des chiffres alarmistes, un petit peu catastrophistes. Alors on voulait ce soir expliquer les choses de la façon la plus claire et factuelle possible, tout en rappelant les grands principes, les grandes règles de ce type d'investissement. Notre partenaire sur le sujet, c'est Homunity. On reviendra aussi ce soir sur le parcours et la philosophie de cette société afin de voir notamment comment elle sélectionne ses projets, facteur crucial de la bonne réussite de l'investissement. Alors justement, pour expliquer tout ça dans le détail, très concrètement, ce soir, on retrouve Quentin Romet, que vous connaissez bien, cofondateur et président d'Homunity. Bonsoir Quentin. Bonsoir Laurent. Et à ses côtés, lui, vous ne le connaissez pas encore, mais ce ne sera plus le cas à la fin de cette émission en direct, notre chef de produit marketing épargne placement, Rémi Filipovic. Bonsoir Rémi. Bonsoir Laurent. Alors, vous le savez, nous sommes aussi là, et surtout là d'ailleurs, pour répondre à toutes vos questions, comme d'habitude. On en a inclus dans la présentation, celles qui sont tombées au moment de l'inscription, mais la tablette est là, pareil à côté de moi. Vous pouvez continuer à les poser en direct. On connaît maintenant le programme. Je me tourne sans plus tarder vers vous, Quentin, avec finalement, pour ceux qui ont peut-être vu les autres éditions, un rappel traditionnel, puisque, on l'a dit, c'est le troisième édition. Rappel en guise d'introduction. Qu'est-ce que le crowdfunding ou le financement participatif immobilier? Alors, le financement participatif, comme son nom l'indique, c'est assez simple. On propose à des particuliers de se grouper pour investir ensemble dans l'immobilier. Donc, au lieu que ce soit une personne, par exemple, qui fasse un investissement d'1 million d'euros, on va demander à des particuliers d'investir 1 000, 5 000, 10 000 euros. Et ces fonds qu'on va collecter et réunir, à quoi vont-ils servir? Eh bien, tout simplement à financer les fonds propres ou l'apport d'un promoteur immobilier afin de réaliser une opération de promotion immobilière. L'intérêt pour le promoteur immobilier, c'est qu'il peut développer une opération de promotion immobilière. Et pour l'investisseur, tout simplement, c'est un placement, donc avec une durée donnée, avec un rendement donné, avec un risque donné. Et on va avoir l'occasion de parler de tout ça. Oui. Alors on l'a vu, là aussi on a une slide pour ça. L'objectif de tout ça, c'est financer les besoins en fonds propres des opérateurs immobiliers, finalement, Quentin. Exactement, c'est un peu comme pour un particulier. Quand un particulier veut acheter un bien immobilier donné, la banque va lui en financer une partie, mais lui demande également un apport. Pour les promoteurs immobiliers, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que quand elle va vouloir réaliser une opération de promotion immobilière, par exemple, où le coût de revient, donc pour produire cette opération, ça va coûter par exemple 10 millions d'euros, la banque va lui financer une partie, mais elle va également lui demander de faire un apport. Et ça reste des sociétés traditionnelles qui ont besoin de fonds propres pour se développer. Et nous, la particularité avec Homunity, c'est qu'on va proposer à des particuliers justement de participer au financement de ces opérations dans le but d'obtenir un pourcentage du gain de ces opérations. Alors, on n'est pas tous des pros de l'immobilier parce que finalement, voilà, à part au moment où on achète un bien, on ne connaît pas tout le processus derrière. Ce serait intéressant de le rappeler et de voir aussi à quel moment précis intervient Homunity dans tout ce processus finalement. Alors, le schéma que vous voyez apparaître à votre écran peut être est assez explicite en fait. Une opération de promotion immobilière, c'est un cycle assez long pour l'opérateur immobilier et il y a plusieurs moments dans la phase de cette opération qui permettent de se dérisquer. C'est très simple, au début on va viser un foncier, donc un terrain avec un actif dessus, donc ça peut être un immeuble qui est déjà construit qu'on va devoir démolir ou au contraire ça peut être un terrain vierge. Et au fur et à mesure de son opération, l'opérateur immobilier va déposer un permis de construire, va pré-commercialiser. Ça, c'est quelque chose qui est très atypique, c'est l'une des spécificités en France, c'est que le promoteur immobilier doit faire ce qu'on appelle de la pré-commercialisation ou de la VFA, où il doit commencer à vendre son opération avant de l'avoir achevée. Et en fait, tout au long de la vie du projet, plus la vie du projet passe, plus les risques diminuent. Et justement, avec Homunity, on s'intéresse à savoir quel est le bon moment pour investir dans ces opérations. Et c'est un peu notre marque de fabrique et notre savoir-faire, c'est d'aller étudier l'opérateur immobilier, mais l'opération. Et généralement, on intervient s'il y a 3 grands principes à retenir. C'est quand le permis de construire est purgé tout recours, donc d'un point de vue administratif, il n'y a plus de risque. C'est quand il y a une pré-commercialisation avancée, donc c'est-à-dire que le promoteur immobilier a déjà pré-commercialisé une partie de son opération. Et enfin, dans les critères importants qu'on regarde
Souvent, évidemment, le permis de construire, on en parle, c'est important, mais c'est également l'obtention d'un crédit bancaire, parce qu'on n'est pas là pour remplacer les banques. On est toujours complémentaire à ces dernières, et on est au niveau des fonds propres, donc ça fait partie des critères qu'on regarde bien avant d'investir dans une opération, et donc de proposer aux particuliers de venir à nos côtés investir dans cette opération. Bon, il y a des questions qui tombent en direct. Déjà, Flo qui nous demande, est-ce que ça concerne juste les promoteurs ou pas aussi les marchands de biens en rénovation ? C'est une très bonne question, effectivement. Nous, notre cœur de métier, c'est plutôt promotion immobilière et dans le monde de la promotion immobilière résidentielle, c'est-à-dire que tertiaire, tout ce qui est bureau, logistique, de par la création et le positionnement d'Homunity, c'est pas ce qu'on le fait le plus. Par contre, des opérations de marchand de biens, pareil, je dirais, c'est pas notre cœur de métier, mais on en fait un certain nombre. Et pour que tout le monde comprenne la différence, généralement, une opération de promotion immobilière, c'est on fait des logements neufs et on va détruire un actif ou créer un actif de toute pièce. Alors que marchand de biens, c'est plutôt de la rénovation ou de la réhabilitation, où on va faire un curage et rénover l'intégralité d'un bien immobilier pour qu'il ait l'air comme neuf, mais ce n'est pas du neuf, c'est de la rénovation. Bon, à ce stade, on a compris le grand principe. Et là, tout de suite, les questions assez fondamentales qui arrivent, c'est finalement à combien je peux rentrer, combien j'en attends et combien de temps je suis bloqué. Alors, c'est les fondamentaux. Comme tout placement, on pose souvent la question du risque, rendement et de la liquidité. Le ticket d'entrée, c'est extrêmement simple, c'est 1 000 €. Donc on peut investir dès 1 000 €, mais le montant maximum va dépendre de votre patrimoine et de votre exposition, la diversification que vous devez avoir. Mais vous pouvez investir 10 000, 100 000 € sur une opération donnée. Les durées, on n'a pas une durée fixe à donner, étant donné que ça va dépendre de l'opération et du sous-jacent en tant que tel. Et si on simplifie, une opération où on va construire 20 appartements, c'est plutôt une petite opération, donc on sera probablement sur 18 mois, alors qu'une opération avec 100 logements à construire ou 120 logements, on est plutôt sur 24, 30, 36 mois. Donc ça, sur chacune des opérations, vous voyez la durée estimée et le rendement. Et on pourra se poser la question pourquoi c'est 9, 10 ou 11% de rendement. Pas si bien dire, Quentin. Tant mieux. Ça va dépendre un peu du risque d'une opération et pareil, les risques, mais c'est très simple à comprendre. Une opération, par exemple, qui est commercialisée ou pré-commercialisée à 100%, n'a pas le même niveau de risque qu'une opération pré-commercialisée à 30 ou 40%. Et c'est ça qui va influencer sur le rendement prévisionnel qu'on va proposer à l'investisseur. On avait reçu cette question, Quentin, de Fouad au moment de l'inscription. Pourquoi les investisseurs ont-ils recours aux emprunteurs particuliers alors que les banques financent à moindre coût, environ 5%, nous dit-il, contre 10% en moyenne pour du crowdfunding avec les particuliers ? Alors, l'intérêt de l'opération, effectivement, pour le promoteur. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, un peu comme vous particulier, lorsque vous achetez votre bien immobilier, la banque ne va pas avoir vocation à financer l'intégralité. Elle vous demande un apport, et pour le promoteur immobilier, c'est exactement la même chose, où elle demande un apport dans l'opération, et donc la banque va dire, par exemple, sur votre coût de revient de 10 millions d'euros, je vous finance X, mais vous devez avoir Y comme apport, et ça, c'est à vous de le trouver. Et donc, historiquement, c'est plutôt des investisseurs soit institutionnels, soit des familles fortunées qui vont intervenir, mais très en amont de l'opération et prendre une marge plus conséquente de l'opérateur immobilier. Et nous, ce qu'on a un peu réinventé avec Homunity, c'est de dire, au lieu que ce soit une personne qui mette 1 million d'euros, on va proposer à des particuliers comme vous et moi de mettre 1 000, 5 000, 10 000 € et accompagner l'opérateur immobilier. Et notre force qu'on a et la raison pour laquelle on attire un certain nombre de promoteurs, c'est tout simplement que, contrairement à un particulier qui est isolé et seul, peut-être qu'un particulier va faire juste une opération avec l'opérateur immobilier, mais l'opérateur il a besoin de faire 5, 6, 7 opérations par an. Et nous, Homunity, on travaille aujourd'hui avec 180 promoteurs immobiliers, on fait plusieurs opérations par an avec eux, et on a aussi une vraie capacité à analyser, et c'est là où ça va être intéressant pour toutes les parties, et pareil dans la rapidité d'exécution pour délivrer les fonds, c'est une vraie force pour le promoteur immobilier qu'on soit réactif. Bon, les questions, elles tombent en direct. Je le disais, Jess, qui a bien regardé la slide d'avant sur l'échelle de temps, le processus, nous dit l'intervention d'Homunity, elle se fait au moment de l'obtention de la GFA. Il nous dit, mais qu'est-ce que c'est la GFA ? Très bonne question. C'est ce qu'on appelle la garantie financière d'achèvement. D'accord. Pour réaliser, encore une fois, c'est l'une des spécificités au marché français de la promotion immobilière. Pour réaliser une opération de promotion immobilière, vous devez avoir tout un tas de garanties et de sûretés, sinon vous n'allez pas pouvoir démarrer votre opération. Et nous, dans les grandes attentes, il y a cette fameuse garantie financière d'achèvement qui nous sécurise sur le fait que le promoteur immobilier a déjà validé tout un tas de prérequis en amont. Et ça nous semble être le bon moment pour à la fois avoir du rendement, parce que si on attendait encore plus, il n'y aurait quasiment plus de risque, donc l'opérateur ne serait plus prêt à nous rémunérer et ça n'aurait plus de sens pour nous d'intervenir. Alors que là, on le voit depuis maintenant 9 ans, c'est ça qui nous permet,
En moyenne, on a délivré 9% de rendement net avant impôt. Et c'est ça qui est attractif dans la chronologie qu'on peut voir de l'opération. On l'a vu, entre 9 et 11% de rendement. Bon, même avec la remontée des taux, ça reste un taux de rendement attrayant, on peut le dire. Et là, si on est un petit peu méfiant, un petit peu prudent, diront certains, on dit, mais comment ils font pour obtenir de tels rendements finalement? Alors, on avait du mal à nous croire au début, en 2014, quand on a lancé Homunity, et on nous disait, ça n'existe pas ce niveau de rendement. En fait, les personnes assez aguerries et connaissant le milieu disent quasiment l'opposé, disent oui, mais ça fait longtemps qu'on touche du 8, 9, 10, 11, donc c'est normal. Et quand on s'intéresse pour comprendre comment on arrive à rémunérer ses investisseurs avec ce niveau de rendement, c'est assez simple. Quand on s'intéresse à la marge que dégage un opérateur immobilier dans une opération de promotion immobilière, je vais prendre des exemples très simples. Le coût de revient, donc le coût de construction de l'opération, ça va être 10 millions d'euros par exemple. Le coût de vente de son opération, donc la vente de ses appartements, ça va être 12 millions d'euros. Donc il y a environ 2 millions d'euros de marge. Et l'opérateur immobilier va garder 70-80% de la marge pour lui et en reverser 20% à nos investisseurs. Donc c'est ça tout simplement ce qui permet de rémunérer nos investisseurs et d'avoir ce niveau de rendement. Ce n'est pas du tout les loyers qui vont être perçus par la location des biens, c'est vraiment un pourcentage de la marge. Et c'est pour ça, et souvent on en avait un tout petit peu parlé la dernière fois, on nous pose de temps en temps la question pourquoi vous ne versez pas le rendement plus vite ou au fur et à mesure, ou tous les 3 mois, tous les 6 mois, tous les 9 mois? Il y a souvent cette question qui nous revient. Tout simplement, l'opérateur, là où il touche sa marge, c'est à la fin de son opération. C'est quand il livre les lots et c'est là où on lui paye l'intégralité de ses biens. Et c'est pour ça que nous, on rémunère les investisseurs plutôt à la fin de l'opération et non pas tous les 3 mois ou les 6 mois comme s'il y avait une perception de loyer. On a déjà, Quentin, des données fiables sur la part que représente aujourd'hui le financement participatif immobilier sur le financement global du marché immobilier et sur sa croissance? Alors, c'est une goutte d'eau parce que dans le financement global, il y a bien évidemment l'enveloppe bancaire qui est plus de 30 fois supérieure au marché du crowdfunding immobilier. Dans le crowdfunding immobilier, ce qui est très intéressant, c'est qu'en 2014, Homunity faisait partie des pionniers avec 2 ou 3 plateformes. Toutes plateformes confondues, on collecté environ 30 ou 40 millions d'euros par an. Aujourd'hui, il faut se dire qu'en un trimestre, Homunity collecte plus de 50 millions d'euros. Donc le marché a bien évolué. Il y a maintenant 1 an et demi, on a dépassé la barre symbolique du milliard d'euros collectés. On estime sur le résidentiel, encore une fois, et sur la partie fonds propres, quasi-fonds propres, que le besoin pour les opérateurs immobiliers dépasse les 3 milliards d'euros. Et je ne parle pas du tertiaire, je ne parle pas du coût des bureaux ni de la logistique. Donc on est encore sur un marché qui reste naissant. On est au début. Et dans les acteurs, pareil, on est... Je crois qu'on a une slide sur le sujet d'ailleurs à montrer, si vous voulez, qui montre bien cette évolution du crowdfunding. Pardon. Exactement, et voilà. je parlais encore avant de 2015. 2014, c'était vraiment la naissance, et 2014, c'est assez simple, on ne le voit pas ici, parce que ça a été régulé par l'autorité des marchés financiers en 2014, et ça, c'est quelque chose qui est assez important pour nous, c'est d'être régulé par l'autorité des marchés financiers. Et on voit le développement où c'est un vrai boom. Et tant mieux, ça veut dire que d'un côté, il y a beaucoup de particuliers qui placent leur épargne sur ce type de support, et de l'autre côté, des promoteurs immobiliers qui sont intéressés justement à faire appel à ce type de financement. Est-ce qu'on n'en profiterait pas aussi pour refaire un point sur l'évolution du marché immobilier, que ce soit en France ou en Europe sur les dernières années? Alors, c'est un vaste sujet. On a 2 heures. Non, un petit peu moins peut-être. Je regarde un moment. C'est un très bon sujet. Tout d'abord, il faut avoir en tête que l'immobilier, on parle de temps long et ça ne sert à rien de raisonner à trop court terme et de faire vos choix ou vos arbitrages sur du très court terme. Ça, c'est le premier sujet. Quand on prend du recul, et si on commence par le sujet des taux, c'est très intéressant et la courbe le montre bien, où les taux qu'on vit actuellement, bien évidemment, si on regarde par rapport à il y a 2 ou 3 ans, on se dit qu'ils ont largement augmenté, mais si on regarde sur une échelle de 10, 15 ans, 20 ans, ce ne sont pas des taux si élevés. Et quand on demande à nos parents ou nos grands-parents, ils sont tout un tas à s'être endettés à 8, 9, 10, 12%, et ça continuait d'être pertinent pour eux de s'endetter. Donc ça, l'évolution des taux, c'est un sujet. Par contre, ce qui est assez original, et ce qu'on n'avait pas vu par le passé, c'est la rapidité à laquelle ces taux ont augmenté. Et donc ça a créé beaucoup de mécanismes derrière qui s'enclenchent, où les ménages sont plus difficilement solvables. Intellectuellement, nous on le voit, il y a certains ménages qui obtiennent leur crédit, mais trouvent le taux trop élevé, donc ils ne vont pas aller de l'avant. Et tout ça mis bout à bout, en fait, il y a un vrai ralentissement pour la sortie. On parle souvent de demande et d'offre, mais la demande au niveau des opérations ralentit parce qu'il y a moins de personnes solvables.
Après, généralement, le marché va se réguler tout seul. Ça prend un peu de temps et on le voit, et c'est aussi assez facile. Et les promoteurs immobiliers comme Homunity ont très bien gagné leur vie pendant les 15 dernières années parce que le marché était très favorable. Et même en 2008, ça s'est descendu tellement vite, mais remonté tellement vite que pour un cycle de promoteurs immobiliers de 2 ans, ils ne l'ont quasiment pas senti. Mais là, c'est assez différent et donc le marché va se réorganiser. Le prix des fonciers d'acquisition vont à nouveau baisser. Et vous le verrez, c'est un phénomène très intéressant et on voit l'évolution des prix de l'immobilier, que ça soit dans le neuf ou dans l'ancien, en France. On le voit dans le résidentiel. Je parle des prix de l'immobilier encore, je ne parle pas des bureaux dans ce que je vais dire, ni de la logistique. Mais n'ont pas tant baissé que ça. Tout le monde s'attendait à un effondrement des prix de l'immobilier. Ça recule, mais doucement. Exactement, mais quand ça recule doucement, c'est intéressant. Pareil, on dit « Ah, ça a diminué de 2, 3, 4%. Oui, mais sur les 18 derniers mois, ça a augmenté de 5 ou 6% en fait. Donc, et sur les 10 dernières années, c'est plutôt en termes de multiples dont on parle que de pourcentage. Et quand on prend du recul là-dessus, c'est très simple. L'offre et la demande en termes de résidentiel, il y a toujours une demande qui est quand même assez conséquente et assez forte sur tout un tas de villes françaises. Et donc, dès que vous baissez un peu votre prix de votre bien, soit il y a un particulier qui va venir l'acquérir, soit ce sont des institutionnels qui vont venir faire un portefeuille d'immobilier résidentiel et donc profiter de la situation pour déployer leurs fonds tout simplement. Alors, transition toute trouvée parce que, je le disais un peu dans l'introduction, il inquiète ce marché immobilier, il inquiète depuis le début de l'année. Je pense qu'il ne se passe pas une semaine sans qu'on voit dans la presse, sur Internet, ça y est, ça s'effondre, c'est le craquement, les CPI, on ne sait pas, le crowdfunding, qu'est-ce que ça va donner? Je pense que c'est l'occasion de faire un point global, j'ai envie de dire, sur finalement ce qu'il faut retenir. Est-ce qu'il y a des risques supplémentaires? Est-ce que ces risques qui sont déjà en partie compris, intégrés? Rassurez-nous quelque part, j'ai envie de dire. Alors, dans le sujet, il y a des opportunités, c'est ça qui est très intéressant. Je pense c'est un peu la même réflexion quand les marchés boursiers décrochent. On se dit jusqu'à quand vont-ils chuter? Est-ce le bon moment pour rentrer? Mais l'immobilier, c'est un peu la même chose. Il faut se dire que quand il y a une période d'incertitude, c'est peut-être le bon moment pour investir et c'est là où vous allez avoir les meilleures opportunités. Depuis quasiment une dizaine d'années, la demande et l'offre, il y avait tellement de demandes par rapport à l'offre en place que c'était très compliqué de négocier un bien, de faire une offre à la baisse. Là, on va rentrer dans un nouveau cycle et les meilleures opportunités sont plutôt devant nous dans les prochains mois que derrière nous parce que, encore une fois, depuis 3, 4 ans, 5 ans, c'était compliqué de trouver les meilleures opportunités. Quentin, il y a quand même une baisse, je pense qu'on a une slide aussi là-dessus, significative des lancements commerciaux depuis le début de l'année. Exactement. Moins 30%, enfin quasiment. Ça, c'est le sujet des promoteurs immobiliers, on le verra dans la slide qui va arriver, j'imagine. C'est que les promoteurs immobiliers ont toujours du mal à obtenir un permis de construire, ont toujours du mal à le purger de tout recours. Alors c'est la slide suivante, si on veut bien la mettre. Et en fait, on voit, et ça c'est quand même significatif, on ne parle pas d'une baisse pour le coup de 3, 4, 5% comme certains prix de l'immobilier, mais quasiment moins 30% sur les mises en vente des opérateurs immobiliers. Et le constat, pour pouvoir vendre, faut faire des mises en chantier. Et ce qui va se passer, et c'est l'une des problématiques quand on en parlait il y a un an déjà ensemble, ça il faut bien comprendre, en France, l'offre et la demande, historiquement, pour l'immobilier neuf, on avait plus de demandes que d'offres. Et donc là, le fait de mettre moins de bâtiments, d'immeubles à la vente, on ne fait qu'accentuer ce phénomène où il n'y a toujours pas assez d'offres, il y a toujours une demande conséquente parce que les ménages ont besoin de se loger, parce qu'on a une population, on a une démographie croissante, parce qu'on a des méthodes de consommation de l'habitat qui sont différentes. Si je donne un exemple très simple, maintenant c'est beaucoup moins rare qu'avant de voir un couple qui travaille à Marseille et l'autre qui va être à Lyon, et donc on a besoin de 2 appartements ou à Paris, peu importe. Et tout ça fait qu'on a besoin de plus de logements, mais le schéma est assez clair. En fait, il y a moins de logements qui sont mis à la vente, et ça ne fait que renforcer le fait que le prix de l'immobilier, en tout cas dans le résidentiel, n'a aucune raison de baisser de manière significative. Par contre, c'est plus compliqué effectivement pour les promoteurs immobiliers qui, au lieu de sortir, je dis n'importe quoi, 10 opérations par an, vont en sortir que 7. Donc, ils doivent réduire la voilure, réorganiser leurs effectifs et se mettre sur d'autres typologies d'actifs également. Bon, avec, vous le disiez, finalement des prix qui, contrairement à peut-être l'impression qu'on en a, et les gros titres dans la presse se portent pas si mal. Exactement. La presse ne se trompe pas parce qu'elle parle aussi du tertiaire et donc des bureaux et des méthodes de consommation. On parle beaucoup du télétravail et ça, c'est quelque chose de vrai où c'est un peu plus compliqué pour le tertiaire. Mais pareil, dans le tertiaire, je donne un exemple très simple pour des investisseurs particuliers. Quand vous voyez un immeuble de bureau qui a baissé de 30 ou 40%, il y a une opportunité d'investissement. Et si cet immeuble de bureau, vous arrivez à le basculer sur une autre typologie d'actifs
Je m'explique, on voit de plus en plus, et c'est le cas aujourd'hui, où on est en tournage, donc des youtubeurs qui ont besoin de faire un tournage, donc faire des studios ou faire du co-living ou du coworking ou des appart-hôtels. Si vous louez, il faudra passer le message. De faire des switches pour ces typologies d'actifs, c'est vraiment intéressant et il y a des opportunités pour les investisseurs. Tout n'est pas acheté. Aussi, si on peut l'avoir à l'écran. Donc tout n'est pas acheté, loin de là, et justement, et ça c'est quelque chose, donc encore une fois, il faut bien faire attention quand les journaux parlent de tertiaire ou de résidentiel, mais là on voit les prix de l'immobilier, en tout cas dans le neuf, ne sont pas en train de s'effondrer, et on ne sait jamais de quoi est fait le futur, mais il n'y a pas de raison que ça s'effondre drastiquement dans les prochains mois ou prochaines années. Donc plutôt une situation on va dire de stabilisation quand je vous écoute, avec peut-être un nouveau cycle qui se met en place, mais avec des opportunités finalement. Exactement, et on entend de temps en temps le terme respiration aussi. C'est jamais très bon quand votre marché fait que grandir jusqu'à créer une bulle parce qu'il est décorrélé de son marché. Là, on est dans une phase, on a connu, et nous, Homunity, on est bien placé pour le savoir, de 2014 à 2022, et on a quand même une Covid au milieu, des années qui étaient, je ne vais pas dire exceptionnelles, mais très bonnes. Et ça pouvait porter, on pouvait se poser la question de comment est-ce possible, même avec du Covid, d'avoir une telle traction. Et donc là, aujourd'hui, on est dans une phase de ralentissement. Après, il y a plein d'acteurs qui, je pense à la Caisse des dépôts par exemple, ou Action Logement, qui se portent acquéreurs de tout un tas de logements pour continuer à développer le parc immobilier français. Et donc en fait, on voit que ce n'est pas si noir sur le marché, c'est plus compliqué. On est aussi dans un marché cyclique, donc il y a des hauts et des bas. Et à nous de saisir les opportunités du cycle pour rentrer au bon moment, chose qui n'était pas faisable il y a quelques années. Explication très claire sur le contexte, sur la conjoncture. À ce moment du webinaire, pourquoi on n'en profiterait pas pour représenter ou présenter à nos clientes et clients Homunity, pour ceux qui n'auraient pas vu forcément les éditions précédentes et qui voudraient en savoir un petit peu plus sur vous au moment de s'engager. Alors, c'est une bonne question, je connais bien la réponse. Homunity, c'est une société que j'ai eu la chance de cofonder en 2014. On est la filiale d'un groupe qui s'appelle Tikeo Capital, qui est une société cotée en bourse, une société de gestion qui gère un peu plus de 40 milliards d'euros et une société développée dans une quinzaine de pays. Nous, Homunity, on n'est qu'en France. Notre cœur de métier, c'est de permettre à des particuliers de développer leur patrimoine immobilier. Et c'est notre passion d'analyser les bonnes opportunités dans lesquelles investir. Donc à longueur de journée, on analyse des opérations, des opportunités, on les sélectionne, on les met sur la plateforme, on les rend accessibles à travers Boursorama. Et il y a quelques statistiques que vous voyez à votre écran. C'est le nombre d'euros qui ont été investis sur la plateforme Homunity, plus de 650 millions d'euros. On a un track record qui est irréprochable jusqu'ici, donc on touche du bois pour que ça dure le plus longtemps possible. On a quand même un taux de défaut qui, à date, est de 0%. C'est une question qui tombe en direct, voilà, justement le taux de défaut. C'est un vrai sujet, c'est pas dû à moi, c'est plutôt dû à la qualité des équipes et au travail qu'on met à analyser une opération. Quand on étudie un projet, c'est plus de 80 critères qui vont être étudiés à la loupe, et c'est ça qui fait qu'on a un beau track record. Après, on dit souvent les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Mais ce track record, il est là et il plaide en notre faveur. Et bien évidemment, des défauts arriveront un jour, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et c'est ce qui nous a permis de rembourser 200 millions d'euros de capital à nos investisseurs et 39 millions d'euros d'intérêt. Ça commence à être des montants conséquents. Significatif, oui. Exactement. Justement, sur cette sélection, c'est une question de GZ. Comment se fait la sélection des projets ? C'est un peu le cœur du réacteur, finalement. Exactement. C'est ça pour un investisseur particulier. Je pense que le concept... grâce à vos bonnes questions, Laurent, maintenant, est pas si compliqué à comprendre. On finance des promoteurs immobiliers, on leur apporte des fonds pour qu'ils développent une opération et vous touchez un pourcentage de la marge. Par contre, ce qui est beaucoup plus compliqué en tant que particulier, et c'est là où c'est notre métier avec Homunity, c'est d'aller analyser, et vous le verrez sur la slide suivante, la qualité de l'opérateur immobilier et la qualité de l'opération en tant que telle. Et ça, pour un particulier, c'est pas si simple à faire. Parce que chez vous, vous n'allez pas forcément passer 6 heures sur votre tableur Excel. Est-ce qu'ils vont s'implanter ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce que exactement. Vous n'avez pas accès aux bonnes études de marché. Voilà, vous ne connaissez pas forcément le notaire. Vous ne connaissez pas la manière de vendre les biens immobiliers. Et puis, si à la limite, vous le faites pour une opération, vous n'avez pas la capacité de le faire tous les jours pour 2 ou 3 opérations. Et nous, c'est notre métier avec Homunity. Tous les jours, on a une équipe de 5 analystes qui ne font qu'analyser des projets afin de les mettre ensuite sur la plateforme.
Et l'audit, c'est notre capacité à auditer en interne, faire appel à des experts externes pour justement les solliciter aussi sur des points très précis si jamais on en a besoin. Et ensuite, les mettre à disposition des investisseurs. Et j'insiste sur un point qui est important. On va aussi bien étudier la qualité du promoteur immobilier que la qualité de l'opération. Oui. Donc on ne va pas se dire « Ah, c'est une opération qui est bien placée, on y va ». On va aussi se poser la question « Qui est l'opérateur immobilier derrière? Depuis quand il existe? Combien d'opérations il a livrées? Est-ce qu'il a été en défaut sur des projets par le passé ?» Et ensuite, on s'intéresse au projet en tant que tel, sa géolocalisation, les coûts de construction, les risques qu'il reste sur l'opération, le rétro-planning. Et c'est ça qui va nous permettre de décider est-ce qu'on met oui ou non l'opération sur la plateforme et aussi à quel taux. Parce qu'à chaque fois, quand il y a un taux, il y a un risque en face. Oui. Et c'est comme ça qu'on propose le taux sur la plateforme. C'était une question de Frédéric, posée au moment de l'inscription. Munitif est-il, en dehors de l'analyse de risque projet, objet du crowdfunding, une analyse globale du risque de l'emprunteur en tenant compte de tous ces projets en cours? C'est très important, oui, parce que il y a certaines personnes justement qui pourraient aller dans le raisonnement inverse extrême de se dire je ne regarde pas du tout la qualité du projet, j'investis juste sur l'opérateur immobilier parce que je sais que c'est un bon opérateur. Et nous, c'est la question qu'on se pose au sein d'Hominity, c'est de dire au-delà du projet, où en est le promoteur immobilier dans son développement, combien d'opérations a-t-il en cours, est-ce qu'il a des défauts sur ses opérations, qui sont ses équipes, depuis combien de temps elles travaillent ensemble. Et c'est tout ça qui sereinement nous permettent de prendre la décision de oui ou non, est-ce qu'on va accompagner un promoteur immobilier. Et après, comme on le disait, c'est de rentrer dans le cœur de l'opération et de comprendre de quoi elle est constituée. C'est la slide ascenseur maintenant, Quentin. Je ne sais pas si vous connaissez le concept. Vous avez 3 minutes, peut-être moins, pour résumer les avantages et inconvénients du produit à quelqu'un que vous croisez comme ça au débeauté. Qu'est-ce que ça donne? Alors, la slide ascenseur. C'est moi qui l'ai baptisé comme ça. Voilà. On va commencer par les inconvénients. C'est toujours plus simple et c'est plus clair. Et quand on présente Hominity, l'inconvénient pour un investisseur, et je parle qu'investisseur bien évidemment, pas promoteur immobilier, l'inconvénient pour l'investisseur, tout d'abord, c'est le risque de perte partielle ou totale du montant investi. Donc, il faut avoir en tête que c'est un placement risqué, mais c'est pour ça aussi qu'il y a un rendement qui, généralement, est à la hauteur du risque que vous prenez. Mais il y a un risque de perte partielle ou totale du montant investi, et il y a également un risque d'illiquidité. Contrairement à votre livret A où vous pouvez sortir du jour au lendemain, sur Hominity et sur les placements que vous réalisez, quand il y a marqué 24 mois, vous ne pouvez pas sortir avant ce terme-là. Et c'est une date indicative qu'on donne, l'opération peut durer 24 mois. De temps en temps, ça peut être remboursé par anticipation ou être prorogé, mais vous n'avez pas la main pour sortir avant ou après. C'est tout le monde rentre au même moment et tout le monde sort au même moment. Ouais. Donc ça, c'est un inconvénient, il n'y a pas de liquidité sur ce type de produit. Pour les avantages, vous l'aviez évoqué, le risque rendement où on arrive à avoir accès à un rendement qui est quand même très attractif et quand on remet dans son contexte avec des taux quasiment à zéro, on arrivait à octroyer en moyenne un rendement de 9%, donc là on est plutôt à 9,5, 10, 10,5, 11, donc on arrive à octroyer un rendement attractif sur une durée relativement courte, 18, 24, 30 mois, ça reste du court terme, donc ça c'est l'un des vrais avantages. On peut parler aussi du ticket d'entrée, on parlera de la diversification, avoir un ticket d'entrée à 1 000 €. Et si vous avez 10 000 € à investir, par exemple, évidemment, ce n'est pas de mettre 10 000 € sur le même projet, mais de faire 10 projets à 1 000 €, comme ça vous aurez un portefeuille diversifié. Donc je pense qu'entre le rendement, l'horizon de placement, le ticket d'entrée, on arrive à un produit qui est attractif et qui rencontre son public. Bon. Il est trop fort, Quentin, il fait les transitions tout seul, puisqu'il y avait cette question de Tony posée au moment de l'inscription. Investir sur 1, 2, voire 3 projets pour les petits portefeuilles, est-ce judicieux? Évidemment, oui. Faudrait surtout pas, si vous avez 3 000 € à investir, et on parlera des frais après et de la vie de l'investisseur, mais si vous investissez en fait 3 000 € dans une opération où vous faites 3 fois 1 000 €, ça ne va pas vous coûter 1 € de plus. Donc ça serait dommage de se priver de cette opportunité. Donc si vous avez 3 000 €, prenez le temps évidemment de comprendre le concept, la manière dont ça marche, et ensuite sélectionnez les opérations et faites 3 fois 1 000 €. Comme ça, vous commencez à avoir accès à de la diversification, et c'est probablement ça le plus important. Et bien voilà, clair comme de l'eau de roche, on a tout compris au concept et aux grandes étapes du fonctionnement de l'investissement en crowdfunding.
Rémi, je vais me tourner vers vous. On a compris l'offre, on a compris l'intérêt de cette offre grâce aux explications de Quentin. Finalement, c'est l'occasion aussi de faire un petit bilan chez nous de cette offre qui a été lancée, je crois, en mai 2022, si je ne raconte pas de bêtises. Exactement, ça fait maintenant 1 an et demi Ouais. que nous travaillons en partenariat avec Community pour proposer des produits de crowdfunding immobilier à nos clients. Et depuis 1 an et demi, c'est 90 projets qui ont été proposés depuis son lancement donc, avec un seul pour l'instant qui a été remboursé, c'était le projet Caprice-Lan il y a quelques mois. D'accord. Mais d'autres vont bien sûr venir, Quentin l'a évoqué tout à l'heure, les durées de maturité de ces projets sont entre 12 et 36 mois. Les premiers ont été lancés en mai 2022, probablement on aura à peu près une vingtaine, je crois Quentin, qui devraient être arrivés à échéance sur le premier semestre 2024. Alors, données aussi intéressantes qui montrent que nos clients ont bien compris ce que venait d'évoquer Quentin, c'est-à-dire qu'il faut diversifier ses investissements. Puisqu'on voit que le ticket moyen, c'est un peu moins de 2 000 € pour un minimum de souscription à 1 000. Ouais. Et en moyenne, chacun de nos clients détient 4 projets de crowdfunding. Ouais, voilà, ils ont bien suivi les conseils. Ils ont très bien compris le principe. Exactement. Bon, voilà pour ce petit bilan. Question aussi importante, dans quelle enveloppe on peut investir ces projets de crowdfunding, de financement participatif immobilier? Effectivement, question importante. Il existe 2 supports différents. Soit vous investissez tout simplement via votre compte titre ordinaire, auquel cas vous aurez la fiscalité, on va dire standard, c'est-à-dire 30%, composé de 17,2% de prélèvements sociaux et le reste d'impôt sur le revenu ou prélèvement forfaitaire. Mais il existe une autre solution et Boursorama avec Community, les seuls à le proposer, c'est un investissement directement via le PA-PME qui a l'avantage de pouvoir bénéficier d'une protection fiscale, on va dire, au bout de 5 ans. C'est-à-dire que les intérêts plus-values, en cas de retrait de cette enveloppe, si elle est ancienne de plus de 5 ans, sont exonérés d'impôts. C'est-à-dire que les intérêts ne sont soumis qu'aux prélèvements sociaux de 17,2%. On avait une question de Sun Rio qui est tombée en direct en début de webinaire. Est-il possible de mettre du crowdfunding immobilier dans une assurance vie? Alors non, pas pour l'instant. Oui. En tout cas, c'est pas... Je crois que je n'ai... J'ai jamais vu jusqu'ici. J'ai jamais vu jusqu'ici. Non, c'est éligible au PA-PME aussi parce qu'il s'agit d'obligations non cotées. Oui. Mais pour l'instant, non, ce n'est pas prévu que ça soit éligible à l'assurance vie. Alors, on le sait, cet investissement au sein du PEA-PME, elle est très populaire. L'occasion de refaire un petit point sur notre PEA-PME Boursorama. Enfin, Boursobank maintenant. Ah, j'ai pas encore tout à fait le réponse. Ça va venir. Donc, le PEA-PME de Boursobank, a gardé l'ADN de Boursorama Banque, n'est-ce pas? Donc, vous ne payez pas de droits de garde, 0 frais d'inactivité en choisissant évidemment le forfait découverte, 0 € même si vous souhaitez avoir accès au streaming en réel au Next. Et il n'y a pas non plus, je le précise, de frais de courtage, puisque c'est considéré comme la gamme Bourse Market. Donc, il n'y a pas de frais de courtage non plus lorsqu'on investit sur du crowdfunding immobilier, je précise, dans le cadre du PEA-PME. Alors, vous avez répondu du coup à cette question de Muriel au moment de l'inscription. Si l'on investit dans le crowdfunding via un PEA-PME ouvert chez Boursobank, cela engendre des frais de gestion. Ces frais ne réduisent-ils pas considérablement l'intérêt fiscal du PEA-PME? Eh bien non, parce qu'il n'y a pas non plus de frais de gestion sur le PEA-PME, sur les produits de crowdfunding chez Boursobank. Et d'ailleurs, Oui, parce qu'on avait une question globale aussi sur les frais. Laurent, pourriez-vous nous donner en toute transparence les différents frais appliqués en général sur ce genre de produit? C'est-à-dire, 0. Oui, c'est ça. Voilà, donc on est d'accord. Je cherchais le piège. Non, il n'y a pas de piège. En fait, encore une fois, pour être transparent, souvent, en fait, on se dit, il n'y a pas de frais cachés, il n'y a pas de choses qu'on paye qu'on n'a pas l'impression de payer. Voilà, c'est bien faire le point pour nos clients, quoi. Et un petit point, je me permets juste de précision, parce que souvent, on se pose la question aussi du business model. Oui. Comment Community fait pour gagner de l'argent et rémunérer aussi là-dessus. Oui. Et c'est très simple, en fait, Community facture non pas les investisseurs, mais les promoteurs immobiliers avec lesquels on travaille. D'accord. Et donc, tout simplement, et ça on le dit assez ouvertement, généralement on facture entre 4 et 5% du montant levé à l'opérateur immobilier. Et c'est ça le business model, en fait. Et donc, ça va dans la continuité du partenariat avec Boursobank, où l'objectif, c'est pas de faire payer le client. Oui. L'investisseur permet de réunir les fonds, mais uniquement l'opérateur immobilier avec lequel on travaille. Et voilà, les frais abordés en toute transparence. On a aussi beaucoup de questions, ça faut le dire. Ils sont exigeants, nos clients, ils ont bien raison pour qu'on améliore nos parcours, pour qu'on puisse trouver tous ces produits. Alors on va répéter ici ce soir comment on accède à ces différents projets de financement participatif, Rémi. Eh bien, c'est très simple. Sur votre espace client, vous pouvez soit accéder sur la barre de navigation du haut dans Produits, en allant dans la bloc Bourse.
Vous cliquez tout simplement sur crowdfunding immobilier. Cela va vous permettre de visualiser la page du produit, alors qui récapitule l'essentiel des informations sur le crowdfunding immobilier, à quoi ça sert, comment ça fonctionne, les éventuels frais qu'on vient de voir juste avant, des options fiscales qu'il est possible entre le compte titre et le PEA-PME. Mais surtout, vous pouvez aussi cliquer directement sur découvrir les projets qui vous amènent en bas de la page et sur laquelle vous pouvez visualiser les projets qui sont en cours de souscription, qu'on voit avec le bouton blanc, en blanc sur fond rose, qui permet d'accéder directement à la souscription, qui se fait en quelques clics maximum. Mais avant cela, je vous invite aussi à regarder le bouton En savoir plus, qui nous permet d'accéder au dossier détaillé, qui est très bien fait d'Omunity, qui récapitule déjà en bref les caractéristiques principales du projet, mais également les chiffres clés qui concernent le promoteur. Vous avez des photos sur le projet immobilier qui est concerné, les points forts et points faibles à avoir à l'esprit. Et quand on parlait tout à l'heure de diversification, c'est là où vous allez pouvoir retrouver l'essentiel des éléments qui concernent le projet. Bon, et puis parce que vous êtes super tous les deux ce soir, je suis sûr que vous allez convaincre plein de gens qui vont souscrire. Mais une fois que j'ai souscrit, c'est pas le tout. Où est-ce que je vais retrouver là aussi les informations de mon placement ? Question très importante, oui. Parce qu'une fois qu'on a souscrit, finalement, comment on retrouve toutes ces infos ? Exactement. Alors je tiens avant tout à m'excuser pour les investisseurs en PEA-PME qui ne bénéficient pas du même affichage pour l'instant que les investisseurs via les comptes ordinaires. Et juste petit aparté, Rémi, on a eu beaucoup de questions des clients, des clientes qui voulaient savoir comment on se tenait au courant de la vie du projet, du produit pendant qu'on le détient. Ouais. Ça a été, c'est beaucoup revenu pendant les questions posées avant l'inscription. Je comprends, alors c'est un problème dont on a tout à fait conscience, sur lequel nous sommes encore en train de travailler. Je peux annoncer d'ores et déjà que très prochainement, les détenteurs de PEA-PME pourront bénéficier du même affichage qu'ils voient en ce moment sur leur écran, qui est celui des comptes ordinaires. Ça sera matérialisé par un onglet auquel ils auront accès sur leur PEA-PME. Maintenant, en ce moment, effectivement, malheureusement, ils n'ont pas la même richesse d'informations que les investisseurs via un compte titre, qui eux peuvent, alors on le voit ici à l'écran, à la fois cliquer sur le nom du projet, ce qui leur permet de retrouver le dossier détaillé qu'ils avaient consulté à l'origine, avant leur investissement. Ils ont le nom du promoteur, ils ont le statut qui va dépendre de l'état de la collecte, en cours si la collecte n'est pas terminée, validée une fois qu'elle est finie et remboursée quand le statut est arrivé à son terme et que les fonds sont remboursés. Ils peuvent également trouver les coupons courus, qui sont en fait les intérêts potentiels acquis depuis l'origine, depuis le démarrage. Et puis la date prévisionnelle de fin, sachant que, je me permets de le rappeler, les dates de fin de projet peuvent varier jusqu'à 6 mois, Quentin, j'ai ça sous le convert de Quentin, par rapport à la date initiale. Ouais. Et c'était encore une question sur ces informations de Néry Kessel posées en direct. Donc voilà, attention Rémi, vous êtes enregistré pour la promesse d'avoir une vue aussi riche sur le PEA-PME. On vous attend au tournant. Question aussi, on a fait le début, on a fait la vie du produit et la fin du produit. Comment ça se passe ? Alors, juste avant qu'on arrive à la fin, j'ai oublié d'en parler. Ah, sur les rapports. Sur les rapports trimestriels. Alors, effectivement, c'est des questions qui nous reviennent, que d'ailleurs publie Omunity. Là, vous l'aviez peut-être vu sur l'écran précédent, tout à droite, vous avez une date qui informe du dernier rapport d'investissement. Quand vous cliquez dessus, vous pouvez voir l'état d'avancement du projet dans lequel vous investissez, des photos et des informations complètes. Donc, on n'oublie pas de cliquer sur la date. Voilà, exactement. Oui, la date, elle est bleue parce qu'il y a un lien, justement. Et bien voilà. Et donc, pour revenir à la question, une fois que c'est remboursé, que se passe-t-il ? Déjà, vous êtes averti, vous recevez un email pour vous informer du remboursement de votre investissement, en rappelant les détails du projet, les détails des fonds que vous avez investis et le montant des intérêts que vous allez percevoir. Mais vous le retrouvez également sur votre espace crowdfunding immobilier. Alors, pour l'instant, pour les investisseurs en compte titre. Ça viendra ensuite pour les investisseurs via le PEA-PME, dans lequel vous allez pouvoir retrouver également les intérêts nets versés, c'est-à-dire ceux qui vont réellement recevoir en plus du capital qui est investi initialement. Bon, et si je ne veux rien louper de toutes les infos qui vont être publiées, qui vont être diffusées au sujet de mon projet en crowdfunding ? Alors déjà, une chose à savoir, vous êtes informé tout au long de la vie de votre investissement par différents emailing. Canaux, Voilà, là on donnait l'exemple du sujet du remboursement d'un investissement, mais vous avez également un mail qui vous avertit, une notification
comme quoi le projet a démarré. C'est ce qui marque aussi le début du calcul des intérêts, donc c'est bon aussi à savoir. Vous êtes également alerté dès lors que vous avez un nouveau rapport d'investissement qui est publié. Si jamais il devait y avoir un décalage, vous en seriez également averti. Ça, vous l'avez de fait, dès lors que vous investissez sur un produit de crowdfunding immobilier. En revanche, il peut des fois arriver que des projets immobiliers de crowdfunding immobilier soient rapidement investis. Oui. Il faut être réactif, on l'a vu quelques fois, des fois en moins de 24 heures, l'enveloppe de collecte quand même. est bouclée. Donc il faut effectivement pas perdre de temps. Hein. Exactement. Oui. Il faut être réactif et pour cela, je vous invite à aller dans votre espace client en cliquant sur « Mes abonnements ». Vous avez tout en bas une ligne « Crowdfunding immobilier ». Il suffit de gérer et de cliquer « Oui » pour être alerté par SMS et par mail des notifications dès lors qu'un nouveau projet de crowdfunding immobilier est proposé à la souscription. Bon ben voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour ne rien louper des lancements. Alors, merci beaucoup Rémi pour cette présentation. On va passer aux questions. Un mix entre celles que j'ai reçues au moment de l'inscription et celles qui tombent en direct. Ça va commencer par vous, tiens Rémi. Peut-on ouvrir un PEA-PME si on possède déjà un PEA ? Tout à fait, c'est absolument pas... ces deux enveloppes qui se ressemblent beaucoup, mais qui fonctionnent de manière distincte. Vous pouvez très bien avoir un PEA et un PEA-PME. Attention néanmoins au plafond d'investissement. Le cumul des deux ne peut dépasser 225 000 €. Donc c'est possible. Et en revanche, autre question de Zaza, peut-on investir dans le crowdfunding dans le cadre d'un PEA et non d'un PEA-PME ? Alors non. Pourquoi ? Le PEA est un plan d'épargne en action. Oui. Les investissements en crowdfunding sont matérialisés par des obligations de mon côté, donc ce n'est pas ouvert au PEA. En revanche, ça l'est pour le PEA-PME parce qu'il s'agit d'obligations non cotées et le régulateur a autorisé ce type d'obligation à être investi sur le PEA-PME. Voilà, donc il faut ouvrir un PEA-PME chez Boursorama, décidément. Vous allez voir, c'est rapide et ça fonctionne très bien. Une question de PM, comment sont calculés les intérêts ? Bonne question ça, in fine, donc composés ? Alors, non, ce ne sont pas des intérêts composés, ce sont des intérêts simples. Et à chaque fois, c'est au prorata du temps passé, tout simplement. Donc, typiquement, si on est sur une durée de 30 mois, par exemple, ça va être 2 ans et demi qui vont être calculés. Et Rémi l'évoquait tout à l'heure, la durée d'une opération, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on finance l'économie réelle, une opération donnée. Donc quand on indique une date, par exemple 30 mois, ça peut être remboursé légèrement avant, comme ça peut déraper, ça va dépendre de la vie de l'opération, du chantier, de la commercialisation. Donc là-dessus, on préfère être très transparent. Et à chaque fois, on va calculer le rendement qui est indiqué, c'est un rendement annuel. Donc si l'année est intégralement vécue en tant qu'investisseur et si c'est du 10%, vous touchez du 10%. Par contre, si ça va durer 2 mois de moins, on va calculer au prorata du temps passé tout simplement. Alors il y a cette question de Lucas, mais je pense que vous y avez répondu justement, c'était les intérêts courent-ils lorsque le projet est en retard et si oui, à quel taux ? Oui, faut voir retard généralement. Si c'est dans la période de prorogation, c'est tout simplement, ça va continuer de courir au taux d'intérêt initial. Et c'est ça qui est important pour nous, c'est de se dire que l'investisseur, on parlait de l'illiquidité tout à l'heure, c'est pas un placement liquide. La durée, encore une fois, elle est confrontée à la réalité de l'opération. Et donc, si ça dure plus de temps que prévu, tout simplement, le promoteur immobilier va faire une marge moins conséquente, mais va rémunérer l'investisseur au taux initial qui est imaginé. Toujours sur ce sujet, 2 questions qui ont été posées au moment de l'inscription. Question de Hatem. Comment a évolué cette année le délai justement de remboursement moyen des sociétés qui ont eu recours au crowdfunding immobilier ? Et question de Jean-Louis. Les retards de remboursement dans les délais m'incitent à attendre pour me repositionner. Ai-je raison ? Alors, est-ce qu'il y a plus de retard ? Est-ce que ça augmente ? Est-ce que vous voyez les indicateurs virer à l'orange, Quentin ? Alors, pour prendre la première partie de la question sur la durée, et c'était quelque chose qui a été affiché sur le nombre de projets remboursés sur les opérations proposées sur Boursobank. Notre partenariat, si je ne dis pas de bêtises, a commencé il y a environ 1 an et demi, juin 2022 du coup. La durée moyenne des opérations qu'on a financées en 2022, c'est 28 mois. Parce que c'était des opérations de taille plutôt conséquente, donc c'est normal que les remboursements ne soient pas encore intervenus, ou on est encore dans les opérations. Et c'est pour ça que Rémi le disait très bien, il y a tout un tas d'opérations qui vont être débouclées l'année prochaine, au premier semestre comme au deuxième semestre. Sur les retards des opérations, faut toujours se poser la question à quoi est dû le retard. Est-ce que c'est un problème de chantier ? Et ça, pour être très honnête, il n'y a pas spécialement de problème de chantier par rapport à avant, donc les retards ne vont pas augmenter pour ça. Par contre, sur les sujets de commercialisation, c'est vrai que les opérations mettent plus de temps à sortir, et donc il peut y avoir des opérations qui sont prorogées et qui sont remboursées, non pas aux 24 mois par exemple durée initiale, mais à 28-30 mois.
Est-ce qu'il faut attendre ? J'ai envie de dire, pas spécialement. En fait, les opportunités, les bonnes opportunités, là on le voit, le niveau de garantie qu'on arrive à avoir sur un certain nombre d'opérations sont plus conséquentes qu'il y a un an. Et c'est très simple, l'opérateur immobilier, si on lui demandait un niveau de garantie beaucoup plus élevé, allait le refuser parce qu'il allait avoir des opportunités plus intéressantes à côté. Le marché se réorganise. On est dans un marché un peu opportuniste où il y a des opportunités à saisir, et c'est le cas avec Community. Donc là, on voit des niveaux de rendement et de risque qu'on n'arrivait pas à avoir par le passé, des très belles sociétés de promotion immobilière avec des belles opérations. On arrive à avoir 10% et demi de rendement, alors qu'il y a 12 ou 18 mois, c'était il n'y a pas si longtemps, on était plutôt aux alentours des 7,5. C'est ce que vous disiez, dans ce marché qui finalement se recompose, mais avec des belles opportunités, vous l'avez dit, Quentin. Question de Patrice, posée au moment de l'inscription, et qui je pense va être pour vous, Rémi. J'ai déjà souscrit chez Boursorama des projets de crowdfunding. Lorsque l'on doit signer le document de Bourse-Banque, il est indiqué « Je m'engage à obtenir de la société émettrice qu'elle adresse à la banque l'attestation de propriété établie par ses soins ». C'est un petit peu long, pardonnez-moi. J'ai donc demandé à Homunity l'attestation de propriété et il m'a été répondu pour les investisseurs via PEA, PME, Boursorama est chargé de délivrer les attestations de propriété de part. Ces dernières ne sont pas générées sur la plateforme Homunity. Alors c'est nous qui nous en occupons, Rémi, ça ? Bah oui. En réalité, eh oui, c'est nous. En réalité, c'est nous, oui. Patrice. C'est nous qui apportons le projet, c'est nous qui émettons attestation. En fait, cette mention, effectivement, peut induire le client en erreur et nous en excusons. Donc, alors, deux choses à savoir par rapport à ça. La première, c'est que nous regardons pour retirer en fait cette mention qui finalement peut plus induire en erreur inquiéter les clients inutilement. Et puis la deuxième chose à savoir, c'est que prochainement aussi, sur notre application et notre site, vous pourrez même les télécharger, ces attestations. Elles peuvent être utiles en cas de changement d'établissement bancaire, même si je doute que ce soit le cas. Question de Christophe. Pourquoi certains projets disponibles sur Homunity ne le sont pas à travers de Bourse-Banque ? Bonne question. Bah oui, alors pourquoi Non, c'est assez simple et souvent on se pose la question, va y avoir plusieurs raisons, mais c'est du momentum dans lequel on est. Quand on a une ou deux opérations, c'est intéressant de les faire sur les deux plateformes. Parfois on essaye de faire des opérations un peu plus rapidement juste sur Homunity pour pas faire en sorte que l'offre soit illisible sur Bourse-Banque. Le deuxième sujet peut être également d'un point de vue confidentialité pour certains opérateurs, où ils souhaitent que ça soit un cercle restreint d'investisseurs. Et donc ça a déjà été le cas chez Homunity où on nous demande de ne pas donner accès à toute notre base d'investisseurs, mais plutôt un nombre restreint. Donc généralement, c'est ce qu'on dit aux promoteurs immobiliers, on pense que c'est une bonne communication pour lui d'être connu du grand public, mais ce n'est pas le cas de tous les opérateurs immobiliers, donc on s'adapte en fonction de leur volonté également. Question encore un peu technique, sans doute pour vous, Rémi. Je ne sais pas si vous avez la réponse à propos du crédit Maille Lombard. Les obligations de crowdfunding ne sont pour le moment pas éligibles. Est-il prévu que cela évolue ? C'est une bonne question, mais non, c'est pas prévu. On rappelle peut-être ce que c'est Maille Lombard. Voilà, peut-être rappeler ce qu'est Maille Lombard. C'est une sorte d'avance, une sorte de préconsommation dont la garantie est les avoirs déposés dans l'établissement. D'accord. Tout simplement. Donc, déjà, il y a le caractère illiquide de l'obligation de crowdfunding qui pose un problème pour Maille Lombard. Et de toute façon, les avoirs qui sont pris en compte, c'est indiqué sur la page produit. Les produits non cotés en sont exclus et même tout produit dans le PEA-PME le sont également. Bon, vous l'avez expliqué, Quentin, la mécanique des taux, mais on a des questions sur le sujet, donc on va bien remettre les choses au clair. Question de tête, les intérêts sont-ils versés régulièrement ou in fine ? Et on avait cette question de Thibault, pourquoi la plupart des projets ne permettent pas le versement annuel ou infra-annuel des échéances de prêt ? Vous l'aviez dit déjà un petit peu. Oui, mais on peut donner quelques précisions. Mais quelques précisions, et c'est toujours intéressant. In fine, ça veut dire à la fin du projet, donc à la fin de l'opération, et c'est le cas. Et ce qu'il faut se dire, c'est tout simplement que quand le promoteur immobilier est en train de construire son opération de promotion immobilière, quand on s'intéresse à sa trésorerie, au début de l'opération, elle ne fait que baisser. Il dépense de l'argent pour acquérir son foncier, pour couler sa dalle de béton, pour construire ses murs, son toit, mettre ses fenêtres, etc. Et donc, il n'y a pas de raison qu'on rémunère l'investisseur pendant la vie de l'opération, parce que le promoteur immobilier est en trésorerie négative, et au fur et à mesure de l'opération, il appelle des fonds. Donc, quand vous achetez un bien qui vaut 100, un bien dans l'immobilier neuf, on ne va pas vous faire payer les 100 immédiatement. C'est ce qu'on appelle le mécanisme de VFA, vente en l'état futur d'achèvement, où il va y avoir des appels de fonds successifs. Et donc, pour nos investisseurs, ils touchent leur capital et leurs intérêts à la fin de l'opération, parce que c'est tout simplement où là, le promoteur immobilier également va toucher
le bénéfice de son opération et donc il en reverse une partie aux investisseurs de Boursorama. Voilà, c'est très clair. Question aussi, vous l'avez vu à longueur de slide, ce produit présente un risque de perte en capital. Je pense que ça c'est clair pour tout le monde, mais Raphaël nous pose cette question, il rentre un petit peu dans le détail, il nous dit une perte totale du capital. Alors, il se met dans un scénario un petit peu noir, mais il n'est pas inintéressant. Est-elle possible dans la mesure où le sous-jacent est de l'immobilier physique qui peut être vendu, même à prix cassé, pour récupérer une partie du capital? Quelle est donc l'hypothèse de la perte totale du capital? Alors, c'est un scénario assez négatif, mais qui peut exister. C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas se dire que c'est un produit garanti où votre capital est garanti comme la liquidité. Ce n'est pas le cas. Et donc, nous, pour qu'il y ait un risque auprès de l'investisseur, c'est assez simple, il faut que d'un côté le projet immobilier se passe particulièrement mal, et je peux donner des exemples juste après, et qu'en plus la société du promoteur immobilier, parce qu'à chaque fois on demande une caution solidaire à l'opérateur immobilier, fasse faillite. Donc ça doit être la conjoncture des deux qui permet ce phénomène-là. Et le projet se passe mal, je dis n'importe quoi, ça peut être le coût de travaux qui est très mal anticipé, ça peut être la commercialisation, il n'arrive jamais avant la fin de ses lots, et c'est pour ça que le rôle de l'audit, c'est de voir la probabilité, entre guillemets, que tout ça arrive. Et nous, les 5 analystes chez Omunity. D'où les 5 analystes et les 80 critères. On nous pose la question, est-ce qu'il y a vraiment 80 critères? Pour ne pas vous dire de bêtises, la semaine dernière, on était à 84 critères et ça évolue au fur et à mesure et dans la conjoncture économique. Donc notre rôle, c'est justement de se dire dans quelles conditions ça pourrait se passer particulièrement mal. Et après, quand ça se passe mal, malheureusement, il y a du monde aussi qui finance l'opération. Il y a la banque qui est en premier rang par rapport aux investisseurs d'Omunity. Mais c'est assez simple parce que la banque ne prête pas au même taux, elle ne se rémunère pas les taux qu'on voit, 8, 9, 10, 11%. Donc c'est très différent et d'où l'importance de diversifier, on en parlait tout à l'heure également. Question de T42, on l'a dit, Omunity, acteur spécialisé sur la France. Peut-on trouver des projets immobiliers ou est-ce que c'est quelque chose auquel vous réfléchissez, je ne sais pas, en dehors de la France? C'est un bon point. Aujourd'hui, pour donner un peu le spectre et le panorama, on a aussi bien des investisseurs particuliers qui investissent, mais également des sociétés qui investissent et qui placent leurs fonds, et on fait ça exclusivement dans des promoteurs immobiliers en France métropolitaine. Aujourd'hui, aujourd'hui plutôt demain, d'ici le 10 novembre, on aura un nouveau statut. Omunity sera plus conseiller en investissement participatif qui est régulé par l'autorité des marchés financiers, mais on sera PSFP, ça veut dire prestataire de services de financement participatif. Ça ressemble, mais la nuance, c'est qu'on peut se développer au niveau européen et proposer des produits, des opportunités d'investissement dans d'autres pays. Et donc, ça fait partie des sujets qu'on regarde pour voir s'il y a des bonnes opportunités pour nos investisseurs en Espagne, en Allemagne, en Italie notamment. Bon, voilà, peut-être des choses qui vont arriver dans un futur proche ou moins proche, on verra bien, effectivement. Je suis sûr que vous viendrez nous en parler, Quentin. Question de Christophe, plus pour Rémi, y a-t-il d'autres plateformes que Omunity qui seront éligibles au PEA PME dans le futur au sein de l'offre Boursorama? Il peut y en avoir effectivement. Alors après, aujourd'hui, je dirais que nos réflexions se portent sur des plateformes qui apporteraient une diversification sur la partie sous-jacente. Ce que je veux dire par là, c'est que si jamais nous devions intégrer d'autres plateformes de crowdfunding ou de financement participatif, ce serait plutôt autre que l'immobilier. Alors déjà d'une, parce que nous sommes très satisfaits du partenariat avec Omunity, notamment pour toutes les raisons qui ont déjà été évoquées. On avait aussi une garantie de qualité de projet et on le voit avec le taux de défaut que présente Omunity jusqu'à présent. Et puis aussi parce qu'on cherche avant tout à proposer une forme de diversification sur cette façon en fait, d'investir, de crowdfunding, donc plutôt sur d'autres types. Pas du crowdfunding immobilier, mais sur d'autres types de crowdfunding. Mais ce n'est pour l'instant que des stades de réflexion. Bon, question aussi un petit peu technique de David. Ce qui peut arriver quand on veut souscrire, j'ai un message d'avertissement qui bloque la souscription avec cette phrase qu'il nous retransmet. Compte tenu du risque, Omunity vous recommande de ne pas dépasser 10% de vos avoirs. Tous mes avoirs, nous dit-il, ne sont pas à Boursorama. Je ne sais donc pas sur quels critères ce blocage intervient que le service client de Bourso n'a pas pu résoudre. Alors, c'est une bonne question, mais ça me permet aussi de rappeler un élément. C'est que s'il existe une règle de 10%, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on l'a répété de nombreuses reprises, mais je me permets encore de le redire, c'est des investissements qui ne doivent pas dépasser globalement 10% de votre portefeuille. Maintenant, pour répondre précisément à la question de ce client, alors en fait, c'est simplement le patrimoine qu'il a déclaré dans son profil, dans ses informations personnelles. D'accord.
Quel est votre patrimoine net, hein? Il existe plusieurs tranches. Si jamais son patrimoine depuis a évolué, eh bien, je l'invite tout simplement à aller réactualiser ces informations dans son espace client et ça modifiera ces fameux 10% du patrimoine qu'il aura déclaré. Et oui, l'importance de toujours garder ces informations clients à jour, ça conditionne beaucoup de choses. Thierry nous demande, peut-on ouvrir un PEA-PME et y transférer son crowdfunding existant? Alors j'imagine qu'il se place dans le cas d'un projet Homunity qui serait disponible dans le cadre de Boursorama. Alors, pour être investi en PME, il faut que ça se fasse à la souscription. Alors attention, on peut, pourquoi pas... Pas de transfert rétroactif. Non, on ne peut pas transférer rétroactif, mais ça c'est de manière légale, hein, c'est pas propre au crowdfunding immobilier. Hein. On retrouve ce même problème avec les PEA ou d'autres types de titres, on ne peut pas le faire en cours de vie. Il est toujours possible d'inscrire en PEA-PME des obligations avant la souscription, mais c'est des formalités administratives beaucoup plus lourdes. Et puis également des frais souvent qui sont pris par les établissements financiers qui sont beaucoup plus importants. Et je crois, Rémi, si ma mémoire est bonne, puisqu'on parle du PEA-PME, qu'il y a une offre en cours en ce moment. Tout à fait. Faites bien de le dire, Laurent. Petite surprise de fin de webinaire. Effectivement, donc je rappelle qu'il y a 80 € pour toute ouverture d'un PEA-PME, à partir de 1 000 €. Ça tombe bien, c'est le seuil également de crowdfunding. Ça alors, comme tout tombe très bien, c'est magnifique. On fait bien les choses chez Boursorama. Et il y a également une autre offre qui est de 100 € pour tout transfert d'un compte bourse, dont le PEA-PME, d'un autre établissement financier vers Boursorama. Ben voilà, donc vous voyez, tous les astres sont alignés. On arrive à la fin de ce webinaire, sauf si on me dit en régie qu'il y a encore des questions qui pleuvent et auquel cas on a encore quelques minutes pour y répondre, ou si on a fait le tour ce soir de vos principales interrogations. J'attends la régie dans l'oreillette. Que me dit-on? On me dit, et ben voilà, on me dit qu'on a fait le boulot ce soir avec nos invités. Merci beaucoup à nos deux experts d'avoir si bien présenté à la fois l'offre Homunity dans le cadre de Boursorama et d'avoir répondu aux questions de nos clientes et nos clients. Merci messieurs. Merci Laurent. Merci Laurent. Et je le rappelle, comme d'habitude, si vous n'avez pas pu tout voir, ce webinaire sera en replay dans les prochains jours. Vous avez vu, on a fait de gros progrès. Le webinaire sur le Perrin est en replay. Le webinaire sur les horaires étendus aussi. Donc je vous invite à les découvrir si ces sujets vous intéressent. Vous le savez aussi, restez avec nous le temps d'un court questionnaire de satisfaction après le générique de fin. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à très bientôt.